Oui, j'avoue, à défaut de voyager pour le moment, je profite de toutes ces interviews, ces témoignages pour m'évader un petit peu. Et j'espère que c'est aussi le cas pour toi. Aujourd'hui, c'est au tour de Nathalie, qui a fait une croisière dans l'Arctique. Alors place à elle pour un voyage hors du commun. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Et de parler de ton voyage dans l'Arctique. Donc on va y revenir un petit peu plus tard, mais on va commencer par un jeu de questions-réponses, si tu es d'accord. Alors, donc c'est parti. Quelle est ton expérience du célibat? Tu es novice, experte, en cours d'apprentissage, ce mot ne fait pas partie de ton dictionnaire interne. Autre question? Alors je dirais experte parce que pendant 10 ans j'ai été seule et depuis 1 an je ne le suis plus. Voilà, donc je suis passée par des phases. Tu es passée par des phases. Qu'est-ce que tu as aimé donc dans ton célibat et qu'est-ce que tu as détesté? Alors j'ai détesté être obligée de porter, de tenir le cap de la famille. Parce que mon ex-mari nous a abandonnés, le mot est approprié, donc il a fallu gérer la violence du choc et puis après l'éducation des enfants. J'avais 2 ados et une jeune adulte, donc ça a été compliqué. Ça a été la dureté du célibat. Même s'il n'était pas là, il y avait quand même une présence, donc le fait qu'il soit plus là, ça a été compliqué parce qu'il y avait une colère, il y avait une souffrance qu'il a fallu gérer. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'est que de pouvoir prendre des décisions toute seule et de faire ce que finalement j'avais toujours fait, mais sans conscience. Là, voilà, c'est en pleine conscience, voilà. Quelle est pour toi la relation parfaite, que cela soit amicale, sentimentale ou familiale, en une phrase, s'il te plaît? C'est être authentique, être vrai. Et souvent, les gens sont faux. As-tu un mentor dans la vie ou une personne qui t'inspire? Alors, je peux pas dire que j'ai un mentor ou des gens qui m'inspirent. J'ai fait des rencontres, je les appelle mes princes. Masculin, féminin, peu importe. Mais j'ai eu la chance dans ma vie, c'est vraiment une chance, une richesse d'avoir rencontré des femmes, des hommes qui m'ont élevée de par leurs remarques ou leurs observations ou leur façon de vivre. Voilà. Mais c'est des personnes privées, c'est pas des gens connus, mais voilà, j'ai eu cette chance d'en rencontrer. Il y a des moments clés de ma vie où finalement, il n'y a jamais de hasard. Je dis toujours que Dieu voyage incognito. Et c'est ça, ces personnes-là, elles viennent au bon moment pour vous donner une clé, pour vous élever, voilà. Quelle est ta passion ou ton activité préférée? Alors bizarrement, c'est celle que je déteste et celle que j'adore, c'est les relations humaines. Je suis à la fois, je fais un boulot relationnel, donc c'est épuisant, y compris dans la famille, y compris dans le relationnel des amis et autres, mais c'est tellement enrichissant aussi, parce que c'est finalement la clé de tout, la clé de voûte d'une vie, c'est les relations humaines. Et alors c'est tellement complexe, c'est tellement... complexe, j'ai pas d'autre mot, et tellement si simple, hein, quand on a affaire à des gens authentiques et vrais, que ça peut être merveilleusement attachant, adorable, enfin voilà. Donc les relations, elles peuvent se faire dans le sport, dans une lecture, dans plein de choses. Je veux dire, après j'ai pas de passion. La passion, je m'en méfie. Quelqu'un de trop passionné, il ne voit que par sa passion. Donc moi je préfère être moins passionné et avoir une palette très large d'aimer plein de choses. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces premières réponses de ce petit jeu. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tu vas nous raconter donc ton voyage solo. Donc ça a été une croisière organisée dans l'Arctique.
Eh bien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et voilà, en quelques mots, sur cette croisière également? Alors, je vais essayer de faire un petit résumé. J'ai 57 ans, j'ai eu 2 mariages, un premier mari violent, un deuxième plutôt gentil, mais qui finalement était violent mais différemment. C'est-à-dire j'ai confondu des non-coups avec de la gentillesse. C'est pas forcément... ça peut être aussi violent différemment, une manipulation, quelque chose de particulier. Bref, j'en prends ma part, parce que j'aurais pu ouvrir les yeux plus tôt, etc., etc. Peu importe. J'ai eu un parcours de vie assez... j'ai fait 1001 jobs, j'ai fait 1001 vies, 1001 expériences. Ça, je regrette pas. Je regrette pas mes 3 enfants. Enfin, sur ça, aucun regret. La vie, elle avance. Il faut toujours être dans le mouvement. Ça, par contre, c'est... Je me rappelais un mot que je disais à un moment donné, ici et maintenant, mais c'est toujours vrai. C'est ici et maintenant, c'est le moment. Et puis avancer, parce que le moment, il est... la seconde avant, il est le futur, et la seconde après, il est déjà le passé. Donc, c'est toujours être dans le mouvement, dans avancer, marcher, en marche. Voilà. Si je peux me permettre, c'est avancer, être en marche, mais ça veut pas dire qu'il faut faire le lien avec ici et maintenant. Il faut quand même être dans le ici et maintenant. C'est ici et maintenant, mais profiter de l'instant. Exactement. Sans effectivement se nourrir de quelque chose peut-être qui est négatif, mais c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est être ici et maintenant, mais en sachant qu'on est toujours dans l'action, même dans le ici et maintenant. Parce que le temps, irrémédiablement, il passe. Donc, c'est profiter de ce moment de partage, d'interview. Voilà, c'est une première pour moi. Je trouve ça rigolo. Voilà, et en même temps, savoir que quand l'interview sera terminée, on passera à autre chose. Enfin, voilà, c'est juste savourer les bons moments de la vie et puis les mauvais, essayer de vider les wagonnets, parce que voilà. Après, des fois, il en faut, parce que c'est ça aussi qui nous fait avancer. D'avoir les wagonnets pleins? Non. D'avoir des moments un peu plus négatifs. Ah ben oui, disons que c'est souvent par l'échec, alors l'échec, j'aime pas trop ce mot, mais c'est par des expériences négatives que l'on apprend le plus, et sur soi surtout. Pas tant sur les autres, mais sur soi. Ça, c'est sûr, c'est une vérité, de prendre cette force pour apprendre sur soi, oui. Mais de vider les wagonnets des mauvais souvenirs, des phrases, des coups qu'on a pu recevoir, moi ça je les vide. Voilà. Oui. D'abord parce que j'ai 57 ans et plus on prend de l'âge et plus les wagonnets, si on les vide pas, ils sont très lourds à tirer. Donc si on veut rester dans le mouvement et dans la marche et dans l'avancement de la vie, avec les bons moments et les mauvais et le quotidien, parce que il faut pas confondre les mauvais moments et le quotidien de la vie. Le quotidien de la vie, c'est des fois barbant, c'est des fois routinier, mais ça, c'est la vie. C'est, quoi qu'on fasse, on a des routines, on a des habitudes. Et ça, c'est pas les mauvais moments, c'est la vie, c'est le côté, plomb. Après, les mauvais moments, c'est des moments clés, des moments qui peuvent être traumatisants ou autres, et ça, il faut savoir s'en débarrasser. Parce que c'est ça qui peut être très lourd dans la balance. Et c'est ce qui fait qu'on est ici maintenant, ce que l'on est ici maintenant. Donc moi, je préfère garder ma force, ce que j'ai pu acquérir, et puis le reste, ça fait bon roman. Bon roman, c'est clair. Voilà. Alors donc, pour revenir à mon voyage, donc au vu de mon deuxième mariage, c'est 20 ans mon ex-mari nous abandonne, les enfants, la maison, tout, le chien, le chat, le canari, et on se retrouve comme des couillons. Donc il a fallu gérer la famille, enfin les enfants, j'avais des ados en souffrance, moi aussi. Moi je me suis accordé un trimestre de souffrance, et puis quand j'ai vu que mes enfants partaient à volo, j'ai dit là stop, il faut recadrer, tu penseras à toi après. Juste, tu dis des ados, tout quel âge ils avaient exactement au moment de la séparation? 14 et demi. Gauthier, le garçon, c'est lui qui est le plus chargé. Doris avait 16 ans, enfin elle allait faire 16 ans, et Natacha avait 21. C'est une jeune adulte, mais c'était, je vais dire c'était pas une adulte encore, voilà. Oui. Mais elle n'était pas non plus ado non plus, c'était entre les deux. Voilà. Oui, après elle est 21 ans, tu es jeune. Voilà. Et donc il a fallu gérer et leur souffrance, leur colère, qui s'est beaucoup transposé sur moi. Et il fallait chercher un responsable. Je suis quand même quelqu'un de solide à la base. Et donc, comme m'a dit un jour très justement mon fils, on tape pas sur les gens faibles, on tape sur les piliers, maman. Et puis je pense qu'il t'avait en face aussi. C'était plus facile pour pouvoir décharger le trop plein. Aussi, parce que moi j'étais là. Par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement responsable de tout. D'ailleurs, c'est dans mon quotidien. Ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui ne fuit pas. Et donc du coup, forcément, oui, c'était plus facile de dire à maman,
c'est ta faute s'il est parti que de dire papa est un lâche ou je ne sais pas ce qu'il pouvait ressentir au moment où il le ressentait. Ça, voilà. Donc voilà. Donc au vu de ça, on a eu, je vais dire, quelques années de flottement. Et puis mes 50 ans sont arrivés. Parce que quand ces événements se sont passés, j'avais 48, 47, je sais plus trop. Mes 50 ans sont arrivés et moi, quoi qu'il arrive, mes décennies, je les fête. Et jusqu'à ma mort, je fêterai mes décennies. Parce que j'estime que, alors autant quand on est ado, c'est 15, 16, 17, 18, on les fête, mais après, voilà. Mais je trouve qu'il est important de passer des caps. Et ces caps, c'est un peu comme des initiatiques, c'est bien de les fêter. Donc je les fête avec les gens que j'aime, il y en a qui sont partis, il y en a avec qui on ne se parle plus, c'est la vie, voilà. Mais il y a toujours ce noyau familial et amical qui est là pour fêter mes décennies. Donc mes 50 ans arrivent et je réalise, parce que je suis en célibat et qu'après tout je suis une grande fille et que finalement j'ai quand même pas mal mené de petits combats en tant que femme indépendante. Moi j'ai toujours travaillé. Et donc du coup, quand mes 50 ans sont arrivés, j'ai dit je vais un peu penser à moi. Les choses le temps avait filé, les choses s'étaient un peu atténuées, il y avait encore quelques fractures, mais bon. Donc j'ai dit à mes amis, si vous devez m'offrir quelque chose pour mes 50 ans, participez, je vais réaliser un rêve de gosse. Et ça pour moi, sur les quelques-uns que j'en ai réalisé 2 déjà. 3. Donc mon premier, c'était de partir en Arctique. Mais en même temps, j'avais 50 balais, je me voyais pas le sac à dos, côté camper, ça il fallait le faire à 20 ans, plus maintenant. Pas que je me mettais des barrières, mais je veux aussi le petit confort, enfin voilà, le côté sûreté. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé que finalement la croisière c'était le bon compromis parce qu'on fait de belles petites visites, de belles petites excursions, tout en étant c'est l'hôtel qui se déplace quoi. Voilà. C'est ça. Et puis j'aime le côté un petit peu océan aussi. Donc du coup ça palliait 2 sensibilités que j'ai, la mer, même si je suis pas du tout marin, voilà, mais j'aime ce côté vaste, passe. Voilà. Donc me voilà partie, je m'inscris, je paye mon voyage en plusieurs fois parce que c'était une somme assez conséquente. Je cale mes congés, enfin bref, voilà, et je pars 21 jours. Donc je suis allée de Toulouse à Paris, voilà, rien de particulier, ça je l'ai fait des milliers de fois. Et de Paris à Hambourg, et nous embarquions de Hambourg, et là nous avons remonté les fjords de Norvège jusqu'à Tromsø. C'est la ville où partaient les expéditions polaires du Grand Nord. Donc, tous les grands explorateurs, enfin, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, ils partaient de là. Enfin, traverser une mer et ensuite arriver à Spitsberg et de Spitsberg aller dans l'Arctique. Donc, on a fait ça en bateau, un grand bateau où il y avait plein de gens, donc aucune sensation de peur, de solitude, plutôt le rêve de gosse, découvrir sa cabine, faire le tour du bateau, ça c'est beau, voilà. Donc vraiment c'était chouette parce que c'était un rêve de gosse que je réalisais, et voilà. Donc et cette mer qui est à la fois hostile et magnifique hein, parce que de l'eau très translucide et puis cette fascination pour les ours, les baleines, enfin tout ça. Alors j'ai pas eu de chance d'avoir un ours, mais j'ai vu des empreintes par contre. Et par contre j'ai vu, alors je pense que c'était de loin, j'ai vu quelque chose sauter. On était 12 ans. Bon, parce que c'était 4 heures du matin, on était sur le pont. Parce que ça aussi, c'est fabuleux, la nuit polaire où le soleil ne se couche pas, les 6 mois d'été où ça ne se couche pas. C'est vraiment fascinant à vivre. Ah ouais, ça doit être particulier. Voilà. C'est donc le soleil est et puis il y a une légère intensité de luminosité. Aussi sec, c'est reparti. Moi, j'ai pas été déphasée, j'ai un sommeil assez facile. Donc moi, j'ai adoré être sur le pont. Alors bien sûr, en général, la température était de 10, 11, ce qui n'est pas froid. J'ai eu du très beau temps, j'ai pas eu de pluie, de crachin, donc mon voyage jusqu'au bout a été merveilleux, voilà. Et du coup, oui, tu parlais que de la croisière, l'idée de confort, mais c'était le fait aussi que ce soit organisé et rien à gérer finalement. Voilà, une fois que tu avais ta pension, comme une croisière, enfin je suppose que oui, voilà, non, tout à fait comme une croisière classique. Voilà, c'était le fait de ne pas m'embêter non plus la vie. Je voulais vraiment que ça soit un truc où je puisse me reconnecter à moi et ne pas perdre du temps à téléphoner parce que mon train n'était pas là ou parce que mon bateau ne serait pas là. Oui, voilà. Vraiment du clé en main. Voilà. Mais ça, c'était un choix au départ. Voilà. Ok. Je ferai l'Islande, parce que ça, c'est un rêve de gosse. Je ferai l'Islande, mais en trail, par contre. Mais là, j'aurai des points de chute, voilà. Donc, ça serait semi-aventure,
organisé. Ouais. Voilà. Ouais. Mais l'Islande est moins grand que l'Arctique. Là, je me voyais, voilà. Puis c'était la première fois, mais je pense que c'était la première fois que je partais seule. Donc il y avait aussi, encore que je me suis pas trop posé de questions finalement. Ouais, c'était réaliser le rêve de gosse. C'est ça. Voilà. Non, parce qu'après, parfois, c'est vrai que on n'a pas, comme tu l'as dit, on n'a pas envie de s'enquiquiner à organiser. C'est du clé en main, ou des fois, c'est pas forcément évident de partir, et donc, bon, on reviendra un petit peu là. C'était sur le côté confort. Voilà, je voulais. Ouais, c'était vraiment l'idée du clé en main. Voilà. Donc justement, tu disais que c'était ton premier voyage solo. Oui, je pense, ouais. Qu'est-ce qui finalement t'a incité à voyager seule? Pourquoi pas? Pourquoi je fais plein de choses dans mon quotidien seule? Pourquoi je pouvais pas partir seule? Voilà. Et quand j'ai trouvé aucune réponse. Tu aurais voulu que quelqu'un t'accompagne, ou t'as vraiment eu cette envie de le faire seule? Franchement, je me suis pas posé ce genre de questions. D'accord. C'était juste que je voulais réaliser un rêve de gosse. J'aurais eu une amie, toi par exemple, tiens, ah ouais, ça me tenterait aussi. Ben, on aurait fait en sorte de caler et de partir ensemble. Mais je veux dire, je me serais pas frustrée, enfin, je me serais pas, frustrée de ne pas le faire, sauf étant que je partais seule. Ça, par contre, c'était pas négociable. Donc, je me suis pas vraiment posé la question seule ou pas seule. Ouais. T'avais l'envie, quoi. Voilà. En fait, je sentais dans mes tripes, je vais le dire comme ça, qu'il fallait que j'y aille. Il fallait que et c'était d'ailleurs le commencement de ce voyage, au-delà de ce que j'ai vu et ce que j'ai adoré. C'était le commencement d'une certaine prise de conscience comment je pourrais dire, de changement. Et c'était pas que lié à la cinquantaine, parce qu'à la cinquantaine, effectivement, on a ce côté un petit peu, on prend du recul sur beaucoup de choses, parce qu'à un moment donné, c'est bon, on a donné, comme on dit. Mais c'était plus que ça, c'était aussi me dire, mais finalement, je suis bien plus forte que je ne pouvais imaginer, ou qu'on essayait de me faire croire, ou tu vois, je me suis révélée. Voilà. Et c'est ce voyage qui t'a révélé? Ça a été le commencement de tout ça. Après, d'autres choses ont suivi, mais ça a été finalement le commencement de dire, je suis une grande fille, hein. Je sais ce que je fais, et point. Et j'y vais. Moi, je suis pas quelqu'un qui fonctionne à trop me faire des nœuds au cerveau. C'est plus instinctif. D'accord. Donc, je sentais que ce voyage, il fallait que je le fasse. Et c'était le bon moment, et c'était réaliser un rêve de gosse, et c'était dire pourquoi je le ferais pas, qu'est-ce qui m'empêche de le faire, j'ai l'argent, les enfants sont grands, je dois rien à personne, j'en ai assez bouffé, j'ai pris des coups, maintenant en fait j'ai commencé à apprendre à être un peu égoïste. Je n'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça. Il faut absolument que je cherche cette définition exacte du mot égoïste. Ouais. Le célibat en tout cas pour moi, permet d'apprendre à être égoïste. Et pour moi, je trouve que égoïste, c'est pas un gros mot. On a tendance à non. On a tendance à dire que c'est pas bien de penser à soi et tout ça. Mais je trouve que être égoïste, c'est important de penser à soi avant de penser aux autres pour être bien avec soi. Après, effectivement, ça veut pas dire qu'on ne pense qu'à soi. Pour moi, c'est vraiment important, et c'est ce que je prône haut et fort, et surtout au travers du podcast, et même auprès de mes proches qui peuvent être célibataires ou fraîchement séparés, ou même pas forcément, hein, parce que pour moi, je trouve qu'on est la personne la plus importante, et qu'on doit tout faire pour nous. Et les autres, et même nos enfants, passent après. Parce que je trouve que pour être bien avec eux, il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes. Égoïste, c'est pas que ça soit ni un mauvais mot ou un gros mot ou quoi, c'est que c'est pas le mot approprié, finalement. J'ai appris juste à prendre soin de moi et à m'écouter. À écouter c'est même pas mes envies non plus, c'est mes besoins. Voilà, ça va plus loin que de mes envies, c'est mes besoins. Et finalement, ce voyage, j'en avais besoin. Je vais le résumer comme ça. J'ai commencé à apprendre à assumer mes besoins. Et donc, à partir de là, tout a découlé, et du coup, c'est devenu, c'est pas que je me sois transformée, je suis restée ce que je suis, mais avec une pleine conscience de ce que je ne voulais plus, de ce que je ne veux pas, de ce que je ne tolérerai plus, enfin voilà. C'était vraiment une prise de conscience d'être moi avec mon entièreté, c'est-à-dire mes défauts, mes qualités, mon caractère, tout ça. Comme tu disais, la personne la plus importante, c'est soi. Et de ça, on découle sur les autres qui sont importants. Voilà. Et on arrive du coup à être mieux dans l'empathie, dans la bienveillance. C'est pas que je l'étais pas, mais ce voyage, ça a été le début d'une révélation sur ce que vraiment j'étais. Et je suis même encore toujours en découverte. Parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, dans les épreuves, on
on apprend bien plus dans les échecs, ou enfin, pas les échecs, j'aime pas ce mot, mais les épreuves, les coups durs, les difficultés de la vie, voilà. Je parle pas de la routine, mais je parle vraiment des coups durs. On apprend vraiment soi, mais on se révèle d'abord on réalise qu'on a des forces insoupçonnées et insoupçonnables. Déjà, on est plus solide qu'on a l'air. C'est comme un bébé, on croit que c'est très fragile, mais c'est très solide un bébé. Ben c'est un peu, on est finalement tous des bébés et qui avons une force à nous déjà l'instinct de survie, rien que ça. On l'oublie parce qu'on est dans un confort, c'est dans nos vies. Mais quand on est dans la rue, on a un instinct de survie. Et des gens dans la rue, j'en côtoie beaucoup dans mon travail. Et ils ont un instinct de survie, malgré qu'ils soient dans la rue, au froid, au chaud, à manger un coup sur deux. On a tous cette force-là. Et c'est finalement dans les épreuves de la vie qu'on les découvre. Et alors, pas forcément sur le coup. Ce voyage, il me faisait prendre conscience, après le coup de massue, de tout ce que j'avais accompli, où j'avais finalement tenu la maison, tenu les enfants, dans le sens, le cadre, bien qu'il était guingois, il était là. Ouais, gérer. Gérer le quotidien, continuer à faire manger la famille, parce que du coup, financièrement, c'était moi aussi qui achetais ma maison, enfin, tout ça, ça a été, et ça, finalement, je le dois qu'à moi. Et finalement, ce voyage, c'était pour me féliciter de tout ça. Je vais le dire, voilà. Ouais, mais je pense que c'est hyper important et on le fait pas assez. C'est que quand on a des réussites, des petits succès, on les fête pas. Et je trouve que finalement, cette idée de se féliciter par rapport à un voyage, c'est plutôt une bonne chose et ça permet de voir le chemin parcouru finalement. Voilà, après, moi, c'est les voyages, c'était le rêve de gosse d'aller en Arctique, mais pour une autre nana, c'est d'aller se faire relooker, d'autres, c'est aller, je sais pas moi, faire un concert, enfin, chacun sa façon de vivre. Là. Mais c'est en tout cas se faire plaisir pour soi, dire, voilà, écoute, merci d'avoir tenu le cap, merci d'être forte, merci de, voilà. Oui, après, bien sûr, chacune a ses propres sensibilités, ouais, plaisir, envie, voilà. Donc, quels étaient les temps forts de ta croisière et y a-t-il eu des moments qui t'ont particulièrement marqué durant cette croisière? Alors, les temps forts, c'était quand vraiment j'étais dans l'Arctique. J'ai ramené d'ailleurs des pierres. Je suis très pierre. Et donc, je suis allée au bord de l'océan, de l'Arctique, là, et j'ai ramassé des pierres qui m'ont rappelé. De poser sur cette terre, finalement, originelle. Ça m'a interpellée. Mais ça a été très personnel. Voilà. Et puis alors, les temps forts, très concrètement, c'était les petits déjeuners. J'ai déjeuné avec le monde entier. Donc, comme c'était des grands buffets, voilà, et que les tables sont à disposition, on s'assoit, et puis forcément, viennent se greffer des gens. Et donc, j'ai déjeuné, petit déjeuner, souper non, parce que c'était des réservations attitrées, enfin des tables attitrées, mais le petit déjeuner, le déjeuner, j'ai mangé avec des Chinois, des Américains. Je me rappelle d'ailleurs d'une pédiatre américaine avec qui on avait bien papoté, c'était bien sympathique, hein, elle et son mari. Californiens, ils étaient. Après, des Irlandais, des Allemands, enfin, des Coréens. Et finalement, bon, l'anglais est un peu indispensable dans ces cas-là, mais on arrive à... Ouais, on fait de belles rencontres qui sont très éphémères. Hein, c'est plus qu'un papillon, là, pour le coup, hein, mais c'est très agréable. Et puis du coup, après, quand on se croise dans les couloirs ou même ailleurs, c'est bonjour, vous allez bien, et hop. Voilà, donc ça, finalement, on ne se sent pas seul du tout. Et pour avoir après voyagé seul souvent, on fait bien plus de rencontres quand on est seul que quand on est accompagné. Un couple, déjà, ça peut fermer les portes parce que les gens, ils sont en couple. En groupe, alors c'est le cercle, on fait pas partie du clan. Et dans des queues d'aéroports ou d'attente, j'ai fait de belles rencontres aussi. Et avoir, le hasard, il y en a toujours pas. Et hop, se retrouver avec la personne à côté sur le même siège et finir le voyage, passer 8 heures à discuter en faisant un Saint-Domingue Paris, à discuter avec la personne pendant 8 heures, voilà. Moi, je ne me suis jamais sentie seule. J'ai plus eu la dureté de la solitude dans mon quotidien, oui, qu'en voyage. En voyage, pas du tout. Mais dans ton voyage, là, à aucun moment tu t'es sentie seule et au pire, si tu étais seule, c'était peut-être des moments choisis finalement. Ah oui, c'était plutôt, par exemple, quand le moment de repas était passé, je mettais mon parka parce qu'il faisait 10 de moyenne, ressenti moins 6 parce que le vent donc faire froid, donc on n'est pas quand même en petite tenue.
Et donc je mettais mon parka, j'allais sur le pont arrière et je contemplais l'Arctique. Et ça a été des moments très particuliers pour moi. Où justement là, finalement, je remerciais la vie, je remerciais le destin déjà d'être là, d'être à ce voyage que j'aurais jamais pensé pouvoir faire un jour. Enfin jamais, qui paraissait très lointain et très inaccessible pour moi. Et puis finalement, ben si. Puis voilà, me recentrer sur moi, analyser mes sensations. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses qui se passaient dans ma tête et ça c'était pour moi mes moments de solitude mais constructifs pour le coup. C'est ça. Pas du tout pesant. Ouais, limite là pour le coup t'aurais été à deux, peut-être que t'aurais pas profité. Si. Maintenant alors avant je l'aurais pas fait mais maintenant si. Non mais ce que je veux dire, oui mais c'est qu'avant tu l'aurais peut-être pas fait mais sur l'instant, enfin pour avoir voyagé moi aussi seule, je sais que des fois quand t'es seule et que, enfin moi je sais que j'ai fait Tenerife par exemple toute seule où t'es au niveau du volcan et tout ça. Enfin, je sais que à deux, t'es dans l'échange, t'es dans l'observation et tu sais faire une pause, mais je trouve que ça prend une autre dimension quand on est seul. Hein. Ça dépend comment tu partages avec la personne. Hein. Ouais, c'est sûr. Aussi. Parce que moi, il m'est arrivé, alors ça c'est indépendamment du voyage, mais il m'est arrivé de partager des couchers de soleil en Bretagne, je veux dire, sans aller au bout du monde, où il y a des couchers de soleil magnifiques, sur l'Atlantique. T'es à deux, t'es dans le silence, chacun est dans ses pensées, mais t'es à deux. Mais tu partages. Voilà, ça dépend comment, voilà, c'est sûr. Comment ils le partagent. C'était devenu quotidien. Le soir, après manger, j'allais sur le pont et je contemplais la mer. Et on était peu nombreux parce que souvent les gens ils vont au casino, ils vont au bar, ils vont à la discothèque du coin. Bon, moi c'était pas trop mon truc, donc je préfère aller sur le pont et contempler la mer. Ouais, j'avoue que je me suis régalée à contempler la mer et c'est là que j'ai eu la chance de voir quelque chose sauter. Voilà, donc voilà, tu dis même si t'as pas vu grand chose, mais en fait tu redeviens un enfant. Ouais. Voilà, c'est voilà, comme quand je me suis baladée dans Lörgården, la ville la plus au nord du monde. La veille, il y avait un ours qui avait été rentré dans le village. Alors, ils ont un protocole, de l'alerte. Là, il y a une astreinte avec un hélicoptère qui vient du continent, piqûre hypothermique, ouais. Ils endorment l'animal et puis ils le prennent avec un hélicoptère et ils l'amènent plus loin. Voilà, dans les terres. Et ça, c'est assez fréquent parce que malheureusement, on le sait tous, les ours ont besoin de nourriture et ils viennent de plus en plus chercher là où il y a des hommes. Et donc, le guide nous disait... c'était un Suisse d'ailleurs de 25 ans, très gentil. Je connaissais son village parce que je connais aussi la Suisse. Bon bref, donc on a parlé du pays, c'était rigolo. Ça aussi, tu vois, c'est une rencontre improbable. Ah mais oui, je connais. Enfin bref, tu vois. Oui. Et donc voilà, on discute et puis il me raconte, il me dit écoute, j'ai ouvert ma fenêtre et il était là à 5-6 mètres. Moi, ça me fait rêver. Et donc après, quand je suis allée me balader dans le village, effectivement, il y avait à des endroits, il y avait des traces assez conséquentes de ses pattes. Donc c'était rigolo de voir qu'il était là. Et voilà. Tu m'étonnes, ça doit être sacrément impressionnant. Mais après, voilà, ils ont un protocole. Et puis, par exemple, c'est une région où quand tu t'éloignes du village, c'est-à-dire le village doit faire un petit kilomètre, tu vois, et les maisons autour, il y a une rue principale, et puis après quelques, baraquements. Beaucoup de scientifiques. Quoique maintenant, il y a pas mal de tourisme aussi. Mais bon, ça reste assez scientifique. Une université aussi, où justement ce jeune faisait une thèse sur les flocons de neige. D'accord. Ça m'avait, j'avais trouvé ça hallucinant. Bref. Et donc il était au bon endroit. Et il me disait, tu sors du village, tu as obligation de prendre un fusil chargé. Ah oui. Et ouais. Parce que ils sont là, donc voilà. Faire sommation en l'air pour les faire partir. Et si vraiment, mais il faut, par contre, il y a enquête si tu l'abats. Ah oui, sûr que tu t'es pas amusé à l'abattre pour, tu vois, voilà. Donc ça, c'est une obligation, dire où tu vas, enfin voilà, parce que les distances sont c'est un peu comme en mer. T'as l'impression que c'est à côté, et en fait, c'est très loin. Donc il faut dire où tu vas, dans quelle direction tu vas aller, que si il y a un souci, on puisse te porter secours, parce que l'environnement reste hostile, voilà. Oui. Voilà, donc nous, il y avait de la neige, et quand je suis allée, c'était au mois de juin. Alors il y a les rennes aussi, qui sont spécifiques à l'Arctique et qui sont plus bas, qui d'ailleurs sont en train malheureusement de mourir de faim, parce que il neige plus assez, donc il pleut, alors qu'avant il ne faisait que neiger, et le renne il est palmé. Il a des pattes palmées qui permettent de gratter et de manger le lichen qu'il y a sous la neige. Le problème, c'est que comme il neige plus et qu'il pleut, l'eau gèle, et il n'est pas habilité génétiquement à casser la glace, donc il meurt de faim. Ah mince. Et ils n'arrivent pas, alors ils mettent du foin, tout ça, mais le renne, il est...
Donc ça, c'est un vrai problème de l'Arctique parce qu'il fait de moins en moins de flocons et donc réchauffement climatique, ils le subissaient déjà quand j'y suis allée. Moi, j'ai regardé, tu vois, ça va faire 7 ans déjà que j'y suis allée et déjà ils commençaient à sentir sacrément les changements climatiques. La fin du monde approche. Non, j'exagère. Hein. Mais... Une autre adaptation. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme on disait, pour en revenir au podcast, c'est comme quand tu es en couple, que tu te retrouves célibataire, à un moment donné, il faut que tu t'adaptes. La vie, moi c'est ce que je dis à mes enfants, et que plus j'avance dans l'âge et plus je l'affirme, c'est toujours s'adapter. C'est toujours être en mouvement dans l'adaptation. Si on s'accroche à encore plus à ce qui n'est plus, mais même à de l'illusion, on change, la nature elle change, le printemps, les saisons, c'est pas pour rien. Donc voilà. Et nous aussi, nous traversons des saisons. Oui, c'est sûr. Ensuite, donc tu m'as parlé de la solitude que finalement tu pas dans le voyage. Voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, c'était plus finalement dans ton quotidien plus que dans le voyage en lui-même. Oui, dans ma routine de vie, métro, boulot, dodo, comme on dit, là oui, parfois ça a été pesant la solitude. Ouais. Mais finalement, la solitude, on la redoute, mais on devrait l'apprivoiser plutôt. Parce qu'elle nous permet de nous révéler sur ce que l'on est vraiment. Soit on se connaît jamais assez, je pense. Et donc la solitude nous oblige, puisqu'on est tout seul, donc on n'a que soi. Donc du coup, ça nous permet de ah oui tiens, je sais que ça c'est ça, que je suis ça, que je suis pas ça, et finalement ça permet de se révéler, d'être beaucoup plus épanoui finalement. Parce que instinctivement, on n'est pas fait non plus pour vivre seul. On a un côté tribal à nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait les enfants, je crois. C'est perpétuer la tribu, voilà. Je suis allée cet été à Marseille faire la grotte de Cosquer. C'est un plongeur qui a découvert une grotte, l'équivalent de l'Escaut, mais en sous-marine. Et ils l'ont reconstituée à l'air libre. Et déjà, les hommes, quand ils mettent leurs mains là, dessinées, quand ils font un bison, tout ça, c'est déjà pour exister. C'est déjà pour dire j'étais là, je suis là. Et c'est finalement ça, on veut tous avoir une trace, quelque chose, parce qu'on ne veut pas être seul, on ne veut pas mourir seul. Je pense que c'est inconscient, hein, mais c'est ça. Oui, bien sûr. Mais après, je pense qu'on on reste des animaux entre guillemets, et comme beaucoup d'animaux, les animaux, il y en a peu qui vivent seuls, il y en a, mais on vit quand même souvent en meute entre guillemets. Voilà, on a besoin de ce côté tribal, donc c'est pour ça que l'on redoute la solitude. Mais en fait, parce qu'on a une conscience un peu plus élevée qu'un animal aussi, on a un cerveau reptilien, mais on a aussi un cerveau de pleine conscience humaine, c'est ce qui fait la différence. Après, on peut discuter de notre intelligence, ça c'est différent, mais du coup on redoute cette solitude alors qu'on a les capacités d'être seul et de pouvoir s'en sortir avec la force du mental, et ça c'est sûr. Hein. Oui, c'est sûr. Autre question. Pendant donc ce voyage ou d'autres voyages, puisque tu disais que tu en as fait d'autres depuis solo, est-ce que tu as eu des défis à surmonter? Et si tu as eu des défis, comment tu les as abordés? Alors, défi, partir en voyage, organiser un truc, pour moi, c'est pas un défi. La vie quotidienne est un défi. Les épreuves de la vie sont des défis. Un décès, la mort d'un ami, l'abandon de mari, ça, c'est des défis. Le défi du voyage, non, c'est d'abord parce que je pars du principe que quand on loupe un train, un avion, si c'est ça, un défi, ça fait partie du voyage. Déjà, pour commencer. On fait la valise, on est déjà en voyage. Moi, quand je pars, je mets ma valise dans la voiture, je vais à l'aéroport, à la gare, selon le voyage que je fais. Je suis déjà l'esprit en vacances. Pour moi, voilà. Les vrais défis de la vie, c'est pas partir seul. Ça, je le crois pas. Enfin, pour moi. Oui, c'est plus, après, c'est parce que c'est mon tempérament, déjà, voilà. Mais c'est plutôt, un défi, le mot, là, c'est plutôt, une belle aventure, hein, voilà. Partir seul, c'est une belle aventure. C'est pas un défi. Ouais, mais par exemple, peut-être le fait en amont, alors pour revenir à cette croisière. Oui, c'était de prendre la décision. Voilà. Le mot défi ne va peut-être pas, mais effectivement, c'était peut-être, tu disais prendre la décision et l'organisation, entre guillemets, le décider. Voilà, c'est décider. C'est dire, allez, j'y vais, je pars en Arctique, j'ai 50 ans, j'assume mon rêve de gosse. Ouais. Voilà. Ça, oui. Mais j'appelle pas ça un défi, j'appelle ça plutôt comment je pourrais dire, un challenge. Ouais, j'allais dire un challenge. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Les défis, c'est plus
Pour moi, hein, en tout cas, dans mon interprétation personnelle, c'est plus fort, quoi. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Après, bon, c'était une question de sémantique. Dans l'idée, c'était vraiment, est-ce que t'as vécu quelque chose peut-être de compliqué ou difficile? Bah après, en même temps, tu l'as dit, finalement, que c'est pas parce que tu rates un avion, ça paraît difficile sur un instant. Voilà. Mais ça fait partie du voyage. Alors là, je suis partie au Mexique, j'ai raté un avion comme ça. C'était la fin du monde sur le coup, parce que je venais juste poser les pieds au Mexique et 1 heure après, le temps que je passe la douane et tout, j'ai raté mon avion. Sur le coup, c'était la fin du monde, mais j'ai rencontré un monsieur et il y a eu une rencontre et finalement, bon, avec le recul, et puis le coût quand même, parce que ça a eu un coût de prendre le vol suivant. C'était normalement ça me coûtait 40 €, là ça m'a coûté 250 € la petite histoire quand même. Donc sur le coup, tu l'as un peu difficile, mais avec le recul, oui, c'est. Moi je dis les défis de la vie, c'est vraiment des choses qui touchent notre personne, dans nos tripes, enfin qui nous atteignent. Les défis de la vie, c'est surmonter un deuil, c'est tenir une famille qui est en vrac, continuer à la porter. Ça, c'est des défis. Un voyage, rater un train, tout ça. Pour moi, c'est le pipi caca de la vie quotidienne. Quand bien même, ça reste un voyage, mais ça reste la vie. La contrariété, tu te lèves, t'as la roue crevée, oh merde, il faut changer. Tu vois, ça, c'est la vie, voilà. Oui, c'est comme tu disais, c'est plus, une question de sémantique, c'est une petite difficulté. Pour moi. Oui, mais parce que j'entends que pour des gens, c'est une voilà. Oui, mais après, c'est aussi une question, comme on disait tout à l'heure, de sémantique. Chacun met ce qu'il veut derrière le mot, mais en tout cas, ce côté défi ou avec le recul, c'est une expérience finalement. Après, et puis des fois, on se dit, c'est plutôt même, ça peut être même rigolo, pas sur le coup. Ça peut même faire de bons souvenirs de voyage aussi, d'avoir loupé un train parfois. Non, mais un train ou un avion. Après, c'est une histoire de curseur. Pour des gens, c'est une catastrophe. Pour d'autres, ça va être, c'est une histoire de selon la personnalité, selon, Ah oui, ça, c'est sûr. Et sinon, donc, une autre petite question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de voyager seul pour un voyage organisé ou non? Qu'il n'ait pas peur de le faire. Hein. S'il a vraiment envie, La peur, c'est une prison. Donc, si on veut plus être en prison, faut pas avoir peur. Enfin, même si on a peur, il faut se donner l'impulsion, et se dire, tant pis, mais j'ai peur de quoi finalement? Ouais, c'est ça. C'est se poser j'ai peur de quoi? De pas y arriver, que je meurs, que l'avion s'écrase. Bon, mais ça peut être dans le quotidien de tous les jours. On peut tous mourir là, voilà. Donc, à l'arrivée, de quoi j'ai peur? De rien. À l'arrivée, c'est de rien de rationnel en tout cas. Oui, des fois après c'est pas forcément évident de se dire, d'oser le faire. Je veux dire, c'est bien ce que je dis, ne pas avoir peur. Oui, mais combattre sa peur. Je vais l'exprimer différemment. Combattre sa peur. Réussir à combattre sa peur. Je sais que j'ai fait un épisode justement sur sortir de sa zone de confort et c'est dans le même. Ça, c'est sortir. C'est ça. C'est que quand tu sors de ta zone de confort, donc tu sors de ta peur, tu passes outre ta peur et puis ça te permet petit à petit, c'est un peu des petits pas pour la confiance en soi aussi. Et oui, ça permet d'être plus à l'aise et puis après. Ça permet aussi finalement d'apprendre à se connaître. Hein. Voilà, parce que je continue à penser que les peurs sont, c'est des cages, hein. C'est des cages dorées, parce qu'on est rassuré, on est dans son confort, dans ce qu'on connaît, mais du coup on n'apprend rien ou pas grand chose. Et du coup, si on sort de cette cage, si on ose pousser les portes, on s'aperçoit que c'est juste une cage, qu'il y a que des barreaux qui séparent le bleu de la cage et le bleu de dehors. Et donc, à partir de là... il faut oser. Voilà. C'est le mot. Il faut oser. Juste oser. C'est le seul conseil que je pourrais donner. Et puis après, c'est chouette, quoi, de voyager seul ou pas. Enfin, d'abord, je continue à dire que quand on voyage seul, on revient de ce voyage et on ne pense pas qu'on a été seul. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça s'explique rationnellement. Mais moi, pour avoir vu plein de voyages seul, de voyages ou découvertes en France ou autre. Dernière en date, j'ai fait le Château de la Loire, j'ai loué une petite roulotte dans une ferme, voilà. J'étais pas seule. Mais je pense que c'est quand on dit voyager seul, c'est en tout cas partir seul. Oui, mais j'entends. Et quand on n'a jamais voyagé seul, on voit le voyage du début jusqu'à la fin en étant seul, sauf que dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Voilà. On n'est pas, on n'est pas seul, on est, déjà on est avec soi. Donc, on peut suivre aussi ses envies. J'ai pas envie de manger l'autre a faim, moi j'ai pas faim. Quand t'es seul, tu manges quand t'as faim.
Oui, tout à fait. Par exemple. Oui, t'as envie de faire cette excursion, voilà. Telle autre, ben moi, voilà. Voilà. C'est aussi ça, c'est finalement, j'en reviens à ce que je disais précédemment, c'est apprendre à se faire plaisir spontanément, instinctivement, sans chercher, sans s'imposer de cadre ou autre. Une grande fille, voilà. Ouais. Et il y a cette idée en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, cette idée de liberté aussi. Oui, de liberté. Alors, on peut être en couple et se sentir libre. Attention, c'est même l'idéal du couple. Moi, c'est ce que je vis en ce moment, donc merveilleux. Je veux lui faire un hommage à ce niveau-là parce que c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas que de la liberté, c'est surtout des envies qui sont assouvies. Des envies simples. J'ai faim, je mange maintenant, je dors, j'ai sommeil, je veux aller faire cette excursion, je la fais maintenant, ça j'ai pas envie, ça me plaira pas. C'est suivre voilà, sans aucune contrainte, juste assouvir se faire plaisir, oui, c'est voilà. ce que tu disais. Enfin moi je sais que tu vois après c'est vraiment comme tu dis une question de sémantique ou de personnalité et tout parce que moi je l'ai ressenti comme de la liberté. Voilà, j'entends. C'est voilà, moi j'ai vraiment ressenti ça parce que tu avais cette liberté de choisir et comme je sais que pour moi c'est extrêmement difficile, compliqué de choisir même si justement quand t'es seule du coup ben là t'as pas le choix, il faut choisir, mais finalement ce que tu disais un petit peu tout à l'heure et on arrive à la question d'ailleurs suivante, c'est aussi une forme d'apprentissage. Ça permet aussi de se découvrir et voilà. De prendre des décisions, de s'assumer, voilà, d'assumer ce que l'on est. Et justement, donc la question suivante, c'est est-ce que ce voyage t'a apporté de nouveaux apprentissages? Alors sûrement. Maintenant, tu me demandes lesquels, je serais pas vraiment capable de te le dire. Simplement, je pense que ça a été. Je crois que ça a commencé. J'avais plus peur. Je ne sais pas de quoi j'avais peur d'ailleurs, mais en tout cas, je n'avais plus peur. Et plus j'avance dans l'âge, d'ailleurs, plus je n'ai plus peur de rien. Alors c'est peut-être trop, du coup, mais après j'ai une révélation spirituelle aussi qui a fait que tout ça s'est imbriqué dans ce voyage a été. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Ça a été vraiment un commencement, un déclencheur de quelque chose de plus, de recentrer sur moi, de vraiment dire, ouais, je suis comme ça et je suis bien plantée, je suis bien en conscience. J'ai mes pieds bien posés sur le sol, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Mes décisions, je les prends en pleine conscience. À tort ou à raison, le problème n'est même pas là. C'est je le fais. Je suis une grande fille. En fait, j'avais l'impression, finalement, alors que c'est con parce qu'on est adulte bien avant, mais j'ai l'impression d'être vraiment une adulte accomplie. Ouais. C'est un peu cette sensation que j'ai. En tout cas, moi je t'entends, ce qui me vient là tout de suite en tête, c'est l'idée de finalement, ce voyage, c'était un peu le début d'un autre voyage. Voilà, mais tout à fait. C'est pour ça que je dis, c'est un commencement de ce que je suis vraiment, peut-être, de ce que j'assume pleinement, de ce que, c'est pas que je voulais pas montrer avant, parce que je le montrais déjà avant, mais c'est plus équilibré, c'est plus structuré, voilà. Je veux le dire comme ça. C'est pour ça que je dis bien en pleine conscience, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment les mots, ouais. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de notre échange. Dernière question, si tu devais donner un conseil à toutes les célibataires qui nous écoutent, que leur dirais-tu pour qu'elles deviennent papillons? Alors déjà, je reviens n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, déjà, pour commencer. N'ayez pas peur d'être un papillon. C'est difficile, les conseils, parce que les conseils, c'est... Ou que tu te serais peut-être dit à toi, enfin, tu vois, avec le recul aussi, qu'est-ce que t'aurais pu, voilà, si t'as du mal à donner un conseil à une tierce personne? Alors, moi, le conseil que je me suis donné, je vais te parler très concrètement. Quand mon ex-mari est parti, ça a été assez violent, parce que ça a été du jour au lendemain, voilà. Je me suis souvenue d'une cousine, 20 ans, un peu le même style de schéma, 20 ans de bon éloigné service. Elle rentre à midi faire sa pause repas. Là, il y a 2 valises et elle dit à son chéri, on part en voyage? Non, je pars chez ma maîtresse, je te quitte. Voilà. Le choc émotionnel. Aïe. Et elle est tombée malade. Elle a développé un cancer du poumon, du sein. Ça a été pris à temps, mais vraiment, c'était le choc qui a déclenché. Alors, il devait couver, c'est sûr, mais en attendant, ça vraiment, tu vois, voilà. Et ben moi, le matin où ça m'est arrivé, je me suis regardée dans la glace, et le seul défi, là, pour le coup, le défi, voilà, on peut dire ça, je me suis regardée, j'ai dit, tu ne seras jamais malade pour lui. Jamais, jamais, jamais tu ne tomberas malade. Et quand j'étais malade, je pensais pas qu'au cancer, je pensais à une dépression, oui, bien sûr. me laisser, tu vois, m'écrouler, et je ne suis pas tombée malade. J'en ai chié, mais je ne suis pas tombée malade.
Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi, on a une force mentale insoupçonnée et insoupçonnable. Et ça, le conseil que je peux donner, c'est que vous ne savez pas ce que vous valez. On ne sait pas ce que l'on vaut que dans l'adversité. Et souvent, dans l'adversité, on a des forces incroyables. Voilà. Donc, croyez en vos forces, voilà. Croyez en vos forces intérieures. Ça serait le mot de la fin aussi, celui-ci? Ouais, je pense que il se résumerait bien. Bon. Et bien, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview très enrichissante, très, pleine de bons conseils. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!